il serait temps que nous comprenions que la première urgence, c'est la vie elle-même, c'est pas tout le reste. Tout le reste doit être absolument secondaire. Et pour que la vie soit préservée, il faut aujourd'hui, maintenant, que notre conscience s'élève. Parce que notre conscience est un peu ras du sol, quoi. C'est-à-dire que nous avançons comme des aveugles et chaque jour, on pourrait faire le bilan de toutes les destructions que nous faisons, de toutes les dégradations que nous faisons sur cette magnifique planète, de toute la violence. Vous voyez l'actualité, regardez l'actualité, combien de violence, combien de choses. Finalement, je pense que s'il y a des extraterrestres qui nous observent, ils diraient, ils sont surdoués mais crétins. Comment conclure que nous sommes intelligents? Non, nous ne sommes pas intelligents. Comment conclure à cela? Quand on voit l'organisation que nous avons et l'impact négatif que nous avons entre nous et sur la vie elle-même. Ça veut dire que nous sommes déconnectés en quelque sorte de l'intelligence de la vie elle-même. Être intelligent, c'est pas accumuler des diplômes, c'est pas ça. C'est pas de sortir de Polytechnique, c'est pas ça. Ça, c'est de l'aptitude. Mais si cela n'est pas accompagné d'une véritable intelligence, c'est-à-dire que de quelque chose qui nous est inspiré par la vie elle-même, parce que c'est la vie qui est intelligente. Regardez les prodiges de la vie. Nous nous sommes déconnectés de cette intelligence. Nous avons cru, nous, êtres humains, qu'on pouvait faire du monde ce que nous voulions et impunément. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Nous sommes en train de constater que finalement, si nous continuons à transgresser de cette façon-là, eh bien, je crois que c'est un effet de l'espèce. Donc, il est temps, aujourd'hui, d'inviter l'intelligence et de façon à ce que nous puissions orienter notre histoire dans un sens positif et dans un sens qui ne finit pas par une méga impasse qui serait évidemment l'apothéose de toutes nos transgressions et du fait que nous n'avons pas compris ce que voulait dire la vie. L'autre fois, on m'avait invité au MEDEF et j'ai donc j'ai dit voilà, je ne sais pas s'il existe une vie après la mort, mais je me demande même s'il existe une vie avant la mort. Parce que qu'est-ce que signifie vivre? On ne s'est jamais posé la question sur vivre. On arrive dans un monde, on nous dit voilà ce qu'il faut faire, voilà le bien, voilà le mal, voilà ce qu'il faut. Et de génération en génération, on se passe les mêmes règles dans des cultures différentes, chacun a sa culture, mais en fait, est-ce que nous avons vraiment réfléchi sur notre avènement sur cette planète? Qu'est-ce que nous sommes? Pourquoi la planète nous a créés? Est-ce qu'elle nous a créés simplement pour que nous nous retournions contre elle, qu'elle nous donne les moyens de nous retourner contre elle, ou est-ce qu'elle nous a créés au contraire pour que on exalte sa beauté et son intelligence? Et donc moi, c'est la grande question que je me suis posée depuis déjà pas mal d'années, parce que vous avez vu la biographie, c'est des points forts, mais auparavant, on pourrait se demander quelle a été finalement la raison pour laquelle nous avons choisi de nous rapprocher de la nature et de la terre. Parce qu'en fait, je pense que nous sommes dans un paradigme très particulier que jamais. Il se trouve que je me suis intéressé à peu de choses, mais j'ai fait pas mal de ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire. Déjà, quand je suis allé à l'école, vous savez qu'on était dans ma petite oasis. Eh bien, dans cette petite oasis, il se trouve qu'elle était colonisée par la France et les Français ont trouvé du charbon. Et à ce moment-là, il a fallu exploiter ce charbon. Exploiter ce charbon, ça veut dire mobiliser la population et à devenir des mineurs. C'est comme ça que nous avons basculé dans le monde moderne. Et à partir de là, mon propre père, qui était un forgeron, un musicien, un poète, qui menait une vie tranquille, essayait de nourrir ses enfants, quelquefois difficilement, eh bien se trouve tout d'un coup face à cette modernité qui dit maintenant il faut aller extraire du charbon. Voilà. Et lui n'a plus de clients parce que tout le monde s'en va et il a été obligé en quelque sorte de lui aussi de fermer sa forge, de fermer son atelier pour aller travailler puisqu'il avait des enfants à nourrir. Et il se questionne beaucoup sur finalement
l'avenir c'est quoi? Quel va être finalement l'avenir? Et il s'est dit, l'avenir est entre les mains des Européens. On ne pourra pas y échapper. La modernité qui s'installe. Et alors, dans ce souci, je venais de perdre ma mère, j'avais à peine 5 ans, et dans ce souci, il me confie à un couple, une institutrice et un ingénieur français, pour leur dire, écoutez, éduquez mon enfant, puisqu'il aura besoin de votre science, de vos connaissances pour survivre demain. Et c'est comme ça que je suis devenu très rapidement un double culture, passant de la tradition, de l'islam, etc., à la modernité, christianisme, et très rapidement. C'est-à-dire que j'ai franchi en quelque sorte un temps énorme, j'ai franchi pratiquement des siècles en partant de la civilisation dite, de notre mode d'existence traditionnel à la modernité, de la terre battue aux brosses à dents, enfin tout le reste, quoi. Et puis à l'école, on m'a grande stupéfaction, on m'a appris que mes ancêtres étaient des Gaulois. Et qu'à me regarder pour se rendre compte que... Alors, ça c'est quoi? C'est de l'endoctrinement. C'est-à-dire qu'on endoctrine, on standardise les peuples. Et cette standardisation, elle a commencé par l'Europe elle-même. Parce que si vous arrive de lire le récit des voyageurs du XVI-XVIIe siècle, ils disaient qu'en Europe, on passait d'une province à l'autre, c'était pratiquement des ethnies. Il y avait une multitude de cultures qui étaient inspirées par la nature. Les gens s'habillaient pas tous pareils, ils ne se nourrissaient pas tous pareils, construisaient pas leurs maisons tous pareils. C'est-à-dire que cette diversité, il y avait même des langues, des patois, et c'était donc l'Europe, on pourrait dire que c'était ce qu'on pourrait dire de l'Afrique aujourd'hui, par exemple. Eh bien, c'était des ethnies, c'était des cultures, et chaque groupe humain avait sa culture, etc. Et la modernité arrivant, standardisation généralisée, et donc uniformisation de tout le système, disparition du monde rural, paysan, etc., etc. Et de là, cette idéologie, elle s'est répandue sur l'ensemble de la planète. Et sur quoi repose cette idéologie? Finalement, sur un être humain qui a cru qu'il était puissant, voilà. Et donc, on a inventé des choses et on est arrivé à inventer effectivement des moteurs. Et sur quoi repose cette civilisation? Quand vous voyez tout l'itinéraire de l'histoire, vous vous rendez compte que le paradigme dans lequel nous sommes, c'est un paradigme singulier et particulier, puisqu'il repose en fait sur l'exhumation de matières mortes souterraines, qui sont les combustibles. Et le combustible, comme élément dynamisant et l'élément qui maintient la modernité, et puis bien sûr des inventions comme la thermodynamique, comme toutes ces choses-là. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que l'être humain, par son inventivité, sa créativité, a voulu s'affranchir de la nature. La nature ne va plus me mettre les limites, la nature, et vous allez voir ce que vous allez voir avec la technologie. Et avec la technologie, nous allons vers une ère de bonheur. Et en même temps, cette ère de bonheur, on a besoin de cette matière combustible qui nous pose problème d'ailleurs aujourd'hui parce qu'elle est en train de manquer. Et on a fondé donc toute cette civilisation sur la notion d'énergie, sur la notion de vitesse, la vitesse qui évidemment modifie le temps et l'espace, et donc on rentre dans quelque chose qui n'est plus en accord avec le rythme naturel de l'humanité qui jusque-là était en lien avec la nature, les rythmes naturels, l'agriculture qui donnait évidemment les saisons, qui donnait valeur à tout ça, et puis tout ça a été éliminé pour tomber dans la frénésie, c'est-à-dire dans un temps dans lequel c'est le temps accéléré et frénétique. Et on est allé ensuite vers de cette puissance technologique, on a voulu faire de la productivité maximum. Et cette productivité maximum, donc, qui a abouti à cette société de la production extrêmement accélérée. Et finalement, l'être humain s'est trouvé de plus en plus contingent dans cette civilisation, puisqu'on a donné aussi à l'argent, c'est-à-dire au lucre, la pleine puissance sur le monde. Et on a instauré, soi-disant, une économie particulière,
Et il n'y a rien de moins économique que ce que nous appelons aujourd'hui l'économie. L'économie aujourd'hui, elle repose sur le pillage de la planète, alors que c'est l'anti-économie. C'est sous le prétexte d'économie qu'on détruit les forêts, qu'on épuise les mers, et puis chaque individu maintenant est subordonné à l'argent. Aucun de nous dans cette salle, s'il n'a pas d'argent, ne pourrait continuer à exister socialement. C'est-à-dire qu'en fait, on a indexé, l'individu a été réduit à n'être qu'un producteur, consommateur. Depuis tout petit, on lui apprend les gestes et les actes pour servir, devenir le soldat de l'économie, et on oublie complètement que cet être humain, il a besoin d'abord de son épanouissement personnel. Alors du coup, toutes ces choses-là ont fait que aujourd'hui, nous sommes dans une forme d'angoisse, dans le sens où le modèle lui-même sur lequel nous avons tout construit est en train de se déliter. Et alors, comment j'ai pu... je suis venu en France, disons, la rencontre avec la modernité, pour moi, elle s'est faite bien sûr dans un premier temps, dans cette phase élémentaire du départ de la vie. Et ensuite, on a été à Oran, je vivais à Oran avec mes parents adoptifs. Et puis ensuite arrive la guerre d'Algérie. Je suis exclu de mes deux cultures et j'arrive à Paris pour essayer de trouver du boulot. Et je m'aperçois que je pouvais faire une bonne dissertation sur Socrate, mais ça n'avait pas l'air d'intéresser mon employeur. Donc, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous savez faire? Et malheureusement, mon intérêt ne m'a pas amené à savoir des choses pratiques et utiles au modèle. Donc, j'ai fait plaisir à mes parents quand même pour essayer d'avoir de travailler à l'école quand même, de pas être complètement nul, mais sans un grand intérêt parce qu'il y avait des questions préalables à laquelle il n'y avait pas eu de réponse. C'est-à-dire le questionnement sur soi-même. Mais qui suis-je finalement? Qu'est-ce que veut dire la vie? Qu'est-ce que veut dire la société elle-même? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire sur cette planète? Quel est le rôle que nous avons? Est-ce que nous sommes simplement une espèce qui est advenue sur cette planète et pour simplement travailler en attendant de mourir, ou est-ce que c'est autre chose? Et c'était cette question fondamentale, moi, tout en travaillant dans cette entreprise qui s'appelait Someka, dans la région parisienne, j'étais dans ce microcosme, si vous voulez, dans lequel on pouvait étudier la condition humaine. Et je me suis rendu compte que la condition humaine était quand même subordonnée totalement à une idéologie qui donne à l'argent le pouvoir suprême. Et que par conséquent, tout le monde besognait pour produire, pour augmenter le produit national brut, le produit intérieur brut, etc. Et finalement, peu importe la condition humaine, pourvu qu'on produise. Et donc à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une aliénation de l'être humain, que l'être humain était aliéné. En plus, on avait créé cette société hors sol, c'est-à-dire ce confinement de l'humanité dans des villes concentrationnaires. Et en même temps, cet homme ou cette femme qui était dans ce monde-là, n'avait d'existence sociale que dans la mesure où elles avaient des revenus. Sans revenus, il n'y a pas d'existence sociale. Et par ailleurs, je me suis amusé à étudier, parce que la grande proclamation que l'on avait de la part du monde moderne, c'est « vous allez voir ce que vous allez voir ». Eh bien, le progrès moderne va libérer l'être humain. Alors je regardais, mais on n'est pas libéré, on est là en train de travailler tous les jours, enfermé. En quoi est-ce que nous sommes libérés? Et puis alors je me suis amusé à prendre l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, et j'ai vu que de la maternelle à l'université, il était enfermé. On appelait ça le bahut d'ailleurs, c'est ce que vous savez. Ensuite, on va dans des